Or. Accord. Corps à corps. Bienvenue dans l'univers kafkaïen des JO, dimanche 12 mai. Grande nouvelle, la plateforme passejeu.gouv.fr était mise en ligne et permet depuis donc lundi dernier l'enregistrement des demandes de laissez-passer numériques, c'est-à-dire les fameux QR codes pour accéder au périmètre. Alors attention, on commence à rentrer dans la fameuse langue de l'administration kafkaïenne. Périmètre de couleur grise autour de la Seine du 18 au 26 juillet 2024. Et oui, c'était donc pour les Parisiens le message que vous avez reçu hier. Alors apparemment, même la vibration du téléphone était particulière, comme quoi ils peuvent gérer ça à distance, pour annoncer important message du ministère de l'Intérieur relatif au périmètre de sécurité de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques du 18 au 26 juillet. Pour la sécurité de tous, les accès aux lieux où se déroule la cérémonie le long de la Seine sont réglementés. Riverains, salariés, commerçants, clients d'hôtels ou de restaurants, connectez-vous dès maintenant sur donc, le fameux passe.jeu.gouv.fr afin de déposer votre demande de QR code. Alors, comprenez simplement que pour avoir le droit de le circuler dans cette zone, donc la zone dite grise, donc c'est la zone des abords immédiats du fleuve, eh bien vous devez vous inscrire pour une seule période. Alors ça c'est intéressant aussi, là c'est une seule zone, une seule période. Donc c'est la période pré-JO pendant 8 jours avant l'événement. Alors bien sûr, on aura la chance, l'opportunité de découvrir d'autres passes pour d'autres zones et d'autres périodes pour lesquelles bien sûr il faudra a priori se réinscrire. Mais bon, rien que pour ce premier accès, il y a déjà matière à dire. Donc en gros, que vous soyez à pied, en vélo cargo, en trottinette ou en voiture personnelle ou en véhicule professionnel d'ailleurs, vous devez vous inscrire, que cela concerne donc les riverains, les professionnels ou les visiteurs. Tous doivent avoir ce QR code, sauf ceux qui ont des invitations, évidemment, pour les Jeux Olympiques. Alors, pour tous les véhiculés, en plus du pass, que vous allez prendre à peu près 1 heure à faire sur Internet, vous allez devoir présenter une dérogation. Et bien sûr, une pièce d'identité, ça c'est pour tout le monde. Alors, je l'ai dit, ça prend à peu près 1 heure. On a vu, on a fait des tests sur la question. Et donc, ça c'est déjà important. Dire aussi quand même que, il y a des justificatifs. C'est une liste immense de justificatifs. Alors, je peux vous en donner quelques-uns. Bon, évidemment, carte grise, carte d'identité, immatriculation du véhicule. Justificatif de domicile, d'hébergement temporaire, justificatif d'employeur ou de mission, justificatif de visite, carte professionnelle, justificatif de parking dans la zone. Ou alors des justificatifs qui laissent un peu rêveur, comme celui-là, justificatif prouvant le caractère impérieux du déménagement. Voilà, une liste qui risque d'arriver souvent, en tout cas de justificatifs qu'on peut vous demander pour avoir ces dérogations, pour avoir le droit de circuler. Autant vous dire que tout ça pose beaucoup de questions, ainsi que QR code, celui des libertés entravées, libre circulation des biens et des personnes, mais aussi celui de la propriété privée, puisque celle-ci n'est plus accessible librement pour les personnes qui habitent dans cette zone. Problème de surveillance généralisée. Je rappelle donc que là, on va avoir une ouverture de nos données personnelles avec une politique de RGPD qui n'est pas forcément conforme. Ça, ce sera une question qu'on posera également à nos invités. Tout simplement, voilà, la surveillance derrière et le QR code et surtout l'efficacité tout simplement de ce QR code. Est-il vraiment utile pour protéger la population? Toutes ces questions qu'on pose à nos deux invités que je suis très heureuse de recevoir. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes entrepreneur, enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux, journaliste auprès du média Reflet notamment. Philippe Prigent également est avec nous. Bonjour Philippe Prigent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris, avocat auprès du cercle Droits et Libertés, des Droits et Libertés. Et il se trouve que ce cercle a annoncé hier encore déposer un recours contre les QR codes à Paris, un recours au fond avec un référé suspension. Et donc vous êtes à l'origine de ce recours qui ne devrait plus tarder. Exactement. Alors, le recours sera déposé d'ici la fin du mois. Nous attendions évidemment que les modalités pratiques soient mises en ligne. Alors, quand on attaque une décision administrative, il faut attaquer une véritable décision, voir ce qu'on critique. Donc, c'est ce que nous avons décidé d'attendre. On va le faire avec un recours au fond et avec un référé suspension, en disant il y a au moins un doute sérieux, c'est ça le critère du référé suspension, il y a au moins un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Parce que là, on aboutit, le problème principal est ça, à une disproportion manifeste entre ce qu'on voudrait éviter et les contraintes qui sont imposées. Oui. On a un terme de comparaison évident, il y en a d'autres, mais il y a un terme de comparaison évident qui est Londres, il y a 12 ans.
Londres, à peu près la même taille que Paris, je simplifie, il y a 2-3 distinctions à droite à gauche, c'est aussi une métropole, c'était il y a 12 ans, c'était pas non plus il y a un siècle. Donc, si on a réussi à se débrouiller à peu près à Londres sans avoir ce type de laissez-passer, on doit pouvoir se débrouiller à Paris de la même manière. En plus, à Londres, ils arrivent à gérer les supporters anglais, qui, ce que nous avait dit Gérald Darmanin, sont des gens très dangereux. Oui. Et au pire, on leur demande leur avis. Quand on téléphone au Premier ministre britannique, bon, Rishi, nous, on est un peu que des baltringues chez nous, on a Laurent Nunez. Est-ce que tu aurais des professionnels à nous aider Après tout, on va avoir apparemment des mercenaires polonais ou autres pays de l'Est qui vont venir faire la surveillance chez nous parce que notre armée n'y arrive pas. Donc, on aurait pu demander cette expertise britannique, dont je suis tout à fait prêt à reconnaître que Laurent Nunez ne l'a pas. Que Laurent Nunez n'est pas le niveau pour bien gérer la préfecture de Paris, ça je suis d'accord. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui savent le faire, les Britanniques. Et on a vu d'autres pays qui y sont arrivés. On a vu les Russes à Sochi. Les Russes n'ont pas eu besoin de mettre en place ce type de laissez-passer. Là encore, je suis tout à fait prêt à reconnaître que Laurent Nunez et Gérald Darmanin n'ont pas le niveau de compétence pour faire ça tout seul. Ok, on demande leur avis aux Russes, on peut demander leur avis aux Américains. Les Américains organisent fréquemment de très grands événements à très grande échelle. C'est un pays qui est connu pour mettre en place des événements de type pharaonique où on a beaucoup plus de gens qu'en France. Il y arrive tout seul. On a ce type d'événement au Brésil. Et encore une fois, il y a des compétences internationales auxquelles on pourrait faire appel si nous, Français, notre administration n'est pas au niveau. Ça, je veux bien le comprendre. Sauf que la solution qu'on a trouvée, c'est complètement disproportionné. Pourquoi ? Parce qu'on dit aux gens, bon, même lorsqu'il n'y a rien, parce que c'est ça le pass en l'état. C'est même dans la semaine avant la cérémonie d'ouverture des Jeux où, par hypothèse, il n'y a rien. On ne va pas faire des jeux. Rien. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'événement de jeu. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas faire des épreuves avant la cérémonie d'ouverture des Jeux. On ne va pas dire aux gens, tiens, bon, écoute, le 100 mètres, tu vas le faire avant, on va le faire en préenregistré, et puis on va le rediffuser. L'idée, c'est que ce soit un peu en direct quand même. Et puis l'idée, c'est que la cérémonie d'ouverture ouvre les Jeux. Jusque-là, je pense que même Laurent Nunez aurait pu percuter. Donc, on se dit, il était facile de mettre en place des restrictions proportionnées uniquement à la période des Jeux. Là, on dit aux gens, vous allez, pendant une semaine, ça commence le 18, les restrictions commencent le 18, alors que la cérémonie d'ouverture des Jeux est le 26, vous allez subir des restrictions bien avant la période nécessaire. Ça n'a aucune raison d'être. Il n'y a littéralement aucune raison d'être. Il ne va rien se passer le 20 juillet. Et on sait qu'on peut commencer à mettre en place un événement sans avoir déjà une interdiction d'accès. Par exemple, mais si je vous 14 entends, juillet. vous dites finalement, entre guillemets, c'est pas si grave d'avoir un QR code pendant la période des Jeux, mais avant, si. Alors, c'est une question de gravité. C'est-à-dire que il y a un moment, il y a deux niveaux de raisonnement en droit administratif. Premier mouvement, est-ce qu'il y a une nécessité ? Et ensuite, est-ce que c'est proportionné ? Mais souvent, on dit nécessaire et proportionné sont deux critères. Ce sont vraiment deux critères qui vont ensemble, mais ce sont deux critères distincts. Quand ça ne sert à rien, il ne faut pas imposer de restrictions de liberté. C'est-à-dire que QR code, par QR code, n'importe quoi, s'il n'y a rien, parce qu'il ne se passe rien, et donc il y a la sécurité à garantir, c'est la sécurité de rien, il n'y a même pas de raison d'avoir un QR code ou un laissez-passer, ou même de demander leur carte d'identité aux gens. Avec le premier critère de nécessité. Exactement, ça ne sert à absolument rien. Et après, pour la deuxième période... Exactement. Et ensuite, il y a un deuxième aspect qui est là où je peux comprendre qu'il des mesures de sécurité sont nécessaires. Maintenant, la question est de savoir si elles sont proportionnées. On peut toujours avoir des mesures de sécurité. Moi, je veux dire, on me dirait par exemple que pendant les épreuves, pendant la cérémonie d'ouverture, en plus c'est en été, on va par exemple vérifier les grosses mallettes pour voir que quelqu'un ne pose pas une bombe. Et vous promenez avec une mallette de 50 kilos que vous promenez avec quelqu'un, vous criez à Allah Akbar, bon, est-ce que vous pourriez ouvrir la mallette, on aimerait jeter un œil. Vous voyez, ça je peux comprendre. Ça, et en plus, c'est là qu'on trouve le problème de la logique du QR code. C'est dire, ça sert à quoi ? Quand je vous disais proportionné, à quoi ça sert ? La seule justification possible, c'est les attentats. Parce que dire que les gens ne peuvent pas se déplacer à Paris de façon sûre, moi j'habite à Paris depuis 39 ans, les gens arrivent à se déplacer à Paris sans se jeter dans la Seine, enfin on n'est pas un pays, on n'est pas à ce point un pays du tiers-monde, donc on n'a absolument pas besoin d'avoir des contraintes pour empêcher les gens de se déplacer. On peut tout à fait avoir des accès réservés avec des billets par exemple. Alors, organiser des événements où seules les personnes qui ont un billet peuvent rentrer en disant pour regarder les jeux ça va être tel prix parce que c'est cher et on a envie de se faire de l'argent dessus. Bon, je dis pas que c'est forcément très très beau ni très sympa pour les gens qui habitent sur place, mais ça je veux bien tout à fait le comprendre. On pourrait avoir des accès réglementés comme ce qu'on a pour le 14 juillet. On a des 14 juillet par hypothèse tous les ans depuis longtemps. Est-ce qu'on a besoin de QR code pour le 14 juillet ou d'enquête administrative ? L'idée de lutter contre le terrorisme en disant aux gens, en plus on est en été, donc quelqu'un qui se balade avec un énorme par-dessus, on a l'impression qu'il y a quelque chose de long et dur dessous qui fait 1 mètre, on se dit bon, on va vérifier si c'est pas un fusil d'assaut. Ça c'est tout à fait compréhensible.
C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de se dire on a besoin d'une enquête administrative sur les gens. On n'a pas du tout besoin d'enquête administrative sur les gens. Si le risque c'est le terrorisme, il faut surveiller les terroristes et il faut arrêter les gens qui ont l'air de se promener avec une bombe et un fusil d'assaut. Les QR codes arrêtent-ils les terroristes? C'est aussi une question qui se pose. Alors, et derrière le QR code, en effet, la proportionnalité et puis l'effet même du QR code, c'est-à-dire en effet données personnelles, forme de surveillance, suivi de la personne privée, et ça pose beaucoup de questions. De ce côté-là, je me tourne vers Fabrice Epelboin. Vous, pour le moment, est-ce que vous considérez que Fabrice Epelboin, que finalement ce QR code mis en place, d'abord, peut être justifié? Ah bah oui, bien sûr. Vous êtes en train d'organiser une cérémonie au milieu d'une énorme ville avec je ne sais pas combien de dizaines de milliers de fichiers S qui se baladent dans la nature, que l'État est incapable de contrôler. Évidemment, le problème de base, c'est cette cérémonie d'ouverture qui tient lieu dans la ville. Ça nécessite des mesures de sécurité qui, par les temps qui courent, sont nécessairement extrêmes. L'idée est à la base complètement idiote, totalement idiote, et a été dénoncée par tous les gens qui ont la moindre compétence en sécurité dès le premier jour. Donc, à partir du moment où on a eu, quand je dis on sait tout de qui on parle, on a eu cette idée farfelue mais grandiose d'organiser une cérémonie majestueuse sur le long de la Seine. On a mis en place le niveau de risque maximal possible. Et donc, bah forcément, on compense ce niveau de risque par des mesures de sécurité qui sont pas extrêmes, hein, on en est encore très très loin de l'extrême, mais par cette mesure de sécurité qui est de bloquer une partie du territoire parisien à toute personne qui ne peut pas justifier d'y être, de filtrer de façon drastique. Et effectivement, aujourd'hui, la seule technologie qu'on possède pour faire ce genre de choses, c'est le QR code. Et là, on raisonne avec un épisode Covid très mal digéré et avec une population qui n'a absolument pas compris ce que c'était que ces technologies et qui sera ravie de passer à la suivante, hein, qui sera la reconnaissance faciale et le fait que individuellement, chaque personne sera pistée 24 heures sur 24. On n'en est pas tout à fait là, mais on est en train de construire toute l'infrastructure qui permettra d'arriver là demain, très rapidement. Et à partir du moment où on en sera là, bah, il n'y aura plus de QR code et il n'y aura plus aucun problème. Vous n'aurez aucune justification demandée à qui que ce soit. Ce sera les caméras de vidéosurveillance intelligentes qui repéreront que vous n'avez pas le droit d'aller à tel endroit pour telle raison, peu importe, une condamnation de justice, le fait que vous soyez fiché S, le fait que vous n'ayez pas payé vos amendes, Oui. le fait qu'un juge ait prononcé une interdiction de territoire ou qu'il ait prononcé un éloignement de la commune d'une compagne violente, peu importe. C'est les caméras qui feront elles-mêmes l'application de la loi. Là, on est face à des technologies extrêmement primitives. Le QR code, c'est vraiment le Moyen-Âge des technologies. On est dans une période transitoire. Donc, pour l'instant, cette mise en place de frontières temporaires, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, Oui. est quelque chose d'extrêmement contraignant, d'extrêmement visible et d'hyper anxiogène parce que ça résonne avec cet épisode Covid où le grand public a découvert le QR code, qui est un truc qui existe depuis 15 ans, hein. Mais c'est à l'occasion du Covid qu'il a découvert le QR code dans un climat d'angoisse totale avec un gouvernement qui jouait sur les peurs et qui jouait sur la haine et l'exclusion de ceux qui avaient peur. Donc forcément, comme on a définitivement exclus de ces gens-là de la société. Ils sont ramassés au rang des conspis. On a continué à les harceler, les désigner comme des méchants. Bah, aujourd'hui, ils se trouvent dans une situation de bêtes blessées qui forcément va prendre très très mal toute forme de contrainte, celle-ci en particulier. Mais la réalité, c'est que c'est un dispositif qui est très light, pas forcément très efficace, mais ça nous évitera peut-être quelques attentats, en tout cas certainement pas des attentats planifiés par des gens intelligents et qui savent ce qu'ils font. Par contre, des attentats planifiés par des idiots qui improvisent, oui, ça pourra être efficace. Que ça rendra pour les Parisiens que nous sommes la ville impraticable, une large partie de la ville impraticable, ben ça tombe plutôt bien, c'est la période des vacances, donc on pourra soit aller ailleurs, soit se réfugier dans le télétravail, comme on l'a tous fait là encore durant le Covid. Le problème auquel on fait face, c'est pas vraiment un problème de proportionnalité, parce que les technologies qui vont arriver seront infiniment plus intrusives, infiniment. Et la justification de proportionnalité se posera là. Le problème, c'est qu'elles seront tellement transparentes, tellement invisibles, Oui, c'est ça. que plus personne ne verra ça. Et très concrètement, la proportionnalité des mesures de surveillance, c'était il y a 10 ans qu'il fallait se réveiller, hein. La surveillance de l'ensemble des communications électroniques des Français,
Elle a été mise en place par Nicolas Sarkozy à l'époque où il était ministre de l'Intérieur. C'est vous dire si ça date. Donc il est bien trop tard pour se réveiller sur ces trucs-là. Toutes ces technologies sont en place. On peut maintenant commencer à anticiper l'évolution de la société, c'est-à-dire très concrètement le découpage du territoire en micro-frontières et l'individualisation des frontières, la temporalité des frontières. Et on voit tous où ça nous mène. Ça nous mène effectivement vers une société qui, comment vous le dire, la seule chose qui manque à la France pour être une dictature, c'est l'autoritarisme. Il n'y a aucune autorité, absolument aucune autorité. Donc, forcément, ce n'est pas du tout un État autoritaire, ce n'est pas du tout une dictature, parce qu'il manque cette dimension d'autorité. Mais ça, c'est juste une question de volonté politique. L'infrastructure législative est là, les technologies sont là, la volonté est là. Ce qui manque, c'est quelqu'un d'autoritaire. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. On va reprendre point par point. Mais d'abord, je pense que c'est très important ce que vous avez expliqué sur la mise en place, le fait que nous arrivions dans une nouvelle ère qui est celle des micro-frontières. Non, j'insiste. Nous n'arrivons pas. Nous y sommes depuis 10 ans. Mais c'est important, cette nuance. Oui, vous avez raison. C'est très important. C'est ce que vous disiez, mais même sur les micro-frontières. Notamment, il y a eu un réveil. Mais le réveil est infiniment trop tard. Il fallait se réveiller en 2010. Là, il y avait moyen de faire quelque chose. En 2011, il était encore temps. En 2014, il commençait à être trop tard. On est en 2024, c'est derrière nous. Nous sommes entrés de plein pied dans la société Big Brother. Encore une fois, la seule chose qui nous manque, c'est l'autoritarisme des dirigeants. C'est super. Mais on se demande, aujourd'hui, on ne peut plus, vous dites c'est trop tard, c'est-à-dire que justement, même une procédure légale, juridique, ne peut pas... Il n'y a plus d'état de droit. Je suis navré pour mon interlocuteur qui vient du monde du droit. Il n'y a plus d'état de droit. C'est terminé. La vidéosurveillance est un excellent exemple. La vidéosurveillance biométrique avec reconnaissance faciale est illégale en France. Elle est en place depuis 2015. C'est une enquête de Disclose qui a été publiée il y a plusieurs mois. Elle est en place depuis 2015 dans 200 villes en France, dont des très grandes métropoles comme Marseille. On se fout de l'état de droit en France. Il n'y a pas un seul compte de campagne qui est dans les règles depuis des temps immémoriaux. On s'en fout. Il faut arrêter de jouer aux hypocrites. Il n'y a pas d'état de droit en France. Les seuls gens qui respectent la loi, c'est parce qu'il y a des caméras qui les flashent sur les bords des radars, des routes, et il en reste. Oui. Le reste ne respecte pas la loi. C'est comme la galanterie, la loi. C'est un vieux truc de boomer qui applique ça parce qu'ils ont des principes, parce que ça fait partie de leur notion, leur concept du vivre ensemble, mais c'est parfaitement facultatif. Alors, Philippe Prigent, il n'y a plus d'état de droit là-dessus ? Alors oui, il n'y a plus d'état de droit, ça je suis entièrement d'accord. C'est très largement dû au fait, parce que tout ça relève dans une immense majorité du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, qui est un groupe de vieilles personnes largement séniles, nulles en droit, qui pour la quasi-totalité des choses font ce que dit le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel en pratique aujourd'hui, c'est une annexe du Conseil d'État. Donc effectivement, en France, qu'il n'y ait plus d'état de droit, c'est vrai. C'est tout à fait exact. Il y a une tendance profonde dans notre pays liberticide et de mépris de l'état de droit. La facilité avec laquelle, ce que M. Polmon mentionnait à juste titre, des mesures illégales de surveillance ont été mises en œuvre, le montre. Ça, c'est exact. J'ai plaidé à nombreuses reprises au Conseil d'État et j'ai entendu des phrases comme « Bon, les mathématiques, c'est pas une science exacte. Vous dites ça, mais bon, les lois, j'ai littéralement entendu quelqu'un du gouvernement dire ça, mais les lois, vous savez bien que c'est nous qui les rédigeons, donc faut pas non plus accorder trop d'importance à ce qui est écrit. Bon, c'est vrai que là, c'est illégal, mais quand même, il y a des circonstances exceptionnelles. Vous n'allez quand même pas demander au gouvernement de prouver ce qu'il dit. Attendez, le directeur de l'administration l'a quand même dit, donc ça doit être vrai. Moi je fais des procès, quand l'accusé dit qu'il est innocent, on le croit. Donc ça c'est tout à fait vrai, je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est une évolution extrêmement profonde, on l'a vu pendant le Covid, mais le Covid, ce qui était très bien mentionné, a été une sorte de révélateur pour beaucoup de gens du point auquel nos libertés ont disparu. On pourrait citer plein d'autres domaines, par exemple des domaines des cas où vous avez des interdictions de sortir de prison. Après coup, c'était Rachida Dati, il y a près de 20 ans là-dessus, disant vous n'avez pas été condamné par une juridiction, mais on va quand même vous garder en prison
par sécurité aux frais. Genre de choses, si vous aviez expliqué ça il y a un siècle, les gens vous auraient pris pour un dingue. Et c'est là, je crois, qu'il y a en prison sans condamnation. Exact. Vous avez été condamné avant, vous avez été condamné à une certaine peine, mais on vous décide de vous garder plus longtemps. C'est ça le projet de Rachida Dati. Nicolas Sarkozy était présenté comme une sorte de libéral. Tout. Enfin, voilà. Est-ce que ce mot veut dire en France? C'est une vraie question. En France, quand quelqu'un dit qu'il est libéral, vous savez qu'il est encore plus autoritaire que les autres. Enfin, il est encore plus liberticide que les autres. C'est un code en France. C'est un antonyme. Mais justement, et c'est pour ça que je faisais la référence il y a un siècle, je ne suis pas certain. Quand je dis je ne suis pas certain, je suis sûr que ça va changer, mais je ne suis pas certain que ça ne puisse pas changer. Pourquoi? Parce que ce qui fait en substance que toutes ces mesures liberticides, et d'ailleurs très largement inutiles parce qu'on n'a jamais eu autant d'attentats, mais ce qui fait que toutes ces mesures liberticides passent est en réalité qu'il y a des juridictions de contrôle. Je ne dis pas qu'elles font grand-chose en ce moment, elles ne le font pas, mais les juridictions sont là, elles ont le pouvoir de le faire. Si demain le Conseil d'État dit ça je censure, qu'est-ce qu'on va faire? Le gouvernement ne va pas envoyer l'armée au Conseil d'État pour leur dire... mais le Conseil d'État ne censure pas. Le Conseil d'État ne censure pas. Il a le pouvoir de censurer, mais il ne le fait pas. Alors là, il y a un vrai problème d'évolution culturelle. Et quand je dis culturel, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a eu dans l'histoire, le Conseil d'État a une influence juridique, je vais le simplifier, mais une véritable influence juridique depuis à peu près 150 ans. Il y a eu dans l'histoire des tendances libérales dans ce pays. La Troisième République, par exemple, avec des défauts, je suis d'accord que tout ça n'est pas parfait, mais la Troisième République avait des tendances profondément libérales. Vous regardez le développement de l'affaire Dreyfus, par exemple, pratiquement personne parmi ceux qui critiquent le gouvernement n'est mis en prison, même le colonel Picard, pour ceux qui connaissent l'affaire Dreyfus, est à un moment mis en prison aux arrêts temporairement, mais l'idée même, par exemple, qu'il ait critiqué son chef et expliqué qu'on était gouverné par des abrutis qui étaient au service de l'Allemagne par stupidité, pas parce qu'ils étaient payés. Voilà, le chef du service secret dit ça, il n'y a pas de raison de l'enfermer ou quoi que ce soit. Vous dites ça en France, le mec est immédiatement arrêté et c'est beaucoup plus liberticide. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a eu des tendances, il y a une tendance profonde liberticide en ce moment, c'est vrai, qui date d'une quinzaine d'années. Je crains que ce soit même un mouvement encore plus lointain, ça on pourra en parler, mais je crains que malheureusement que ce soit une évolution de quelque chose de plus profond. Seulement l'idée que ça ne puisse pas changer, c'est, je crois, comme quelqu'un qui vous dirait regardez la société française sous Napoléon III ou la société française sous la Restauration, vu que c'est comme ça maintenant, ça ne va pas changer. On aurait dit aux gens, voici le droit sous la Restauration et voici le droit à la fin du 19e. Ce n'était pas du tout le même droit et c'est aller vers quelque chose de plus libéral. Donc l'idée que c'est impossible comme évolution me paraît trop rapide. Fabrice Appelmoin qui souhaite répondre. C'est pas du tout une question de droit, c'est une question de technologie. Ça ne peut pas changer comme la guerre, maintenant que les drones sont là, change radicalement de nature. Ça ne reviendra pas comme avant. L'invention du drone ou l'arrivée de la cyber change la nature de la guerre. L'arrivée des technologies de surveillance change la nature de la société et des gouvernances. C'est le cœur de ce que j'en sais. À partir du moment où les gouvernants ont mis en place des outils de contrôle de cette nature, combinés à des outils de manipulation à grande échelle, qu'on a pu découvrir à travers Cambridge Analytica, les Twitter Files ou Avisa Partner ou plein de choses comme ça, change radicalement la nature de la gouvernance. Et il n'y a pas d'autre solution. Parce que si vous y allez, pardonnez-moi l'expression, avec votre bite et votre couteau, vous vous faites ratiboiser par ceux qui ont accès à ces technologies et qui les maîtrisent. Vous n'avez aucune chance d'émerger dans le territoire politique. Aucune. Donc, il va falloir faire avec ces technologies. Elles sont installées durablement pour très longtemps. On ne peut pas les enlever. Elles sont intrinsèquement liées à la nature même de la gouvernance. Et dans la mesure où on a une structure juridique qui est censée encadrer, mais qui n'encadre pas vraiment, qui de toute façon n'a absolument aucun pouvoir, la CNIL est là pour donner des recommandations, mais elle n'a absolument aucun pouvoir d'arrêter quoi que ce soit. Il n'y a pas un seul site média en France qui respecte la CNIL, ou plus exactement, on peut les compter sur les doigts de la main. Donc on est vraiment totalement sorti de l'état de droit. J'insiste, on n'est pas un régime autoritaire pour autant. La France n'est pas une dictature, vu qu'on n'a pas des dirigeants qui sont autoritaires. Donc ça viendra probablement. Le jour où ça viendra, on aura un deuxième effet qui se coule, qui sera l'équivalent pour typiquement les gens qui approuvaient totalement le QR code pour le pass vaccinal, qui eux vont se réveiller le jour où il y aura un régime autoritaire, là où ceux qui ont mal digéré le vaccin se sont réveillés au moment du QR code et du pass vaccinal. Mais ce sera le même type de réveil, trop tard.
Donc, il est, à mon sens, bien plus intéressant d'essayer d'anticiper, de comprendre, plutôt que de lutter contre des moulins à vent. Les moulins à vent sont technologiques, ils ne sont pas juridiques, ils ne sont pas sociétaux, Oui. ils sont technologiques et on a ce qu'on appelle des effets cliqués. Oui. À partir du moment où vous contrôlez la totalité des conversations d'une population, j'exagère un peu, hein, mais grosso modo, c'est un peu le système dans lequel on est entré depuis une bonne dizaine d'années. Aucun gouvernant n'ira en arrière, absolument aucun. Et le premier qui se risquerait à le faire serait éradiqué très, très rapidement, soit par sa propre position, soit par le pays d'à côté. Oui, on a bien compris, pas de retour en arrière possible. Alors, justement, vous dites, le mieux aujourd'hui, c'est de comprendre. Alors, j'aime bien comprendre, et ça faisait partie aussi des questions que je souhaitais vous poser aujourd'hui, Fabrice Epelboin, sur ce qui se passe derrière ces QR codes. Je vous ai vu réagir notamment quand je parlais du traitement des données personnelles et des politiques de confidentialité du QR code. C'est rien, c'est absolument rien. C'est comme si vous aviez une inondation chez vous et que vous plaigniez de recevoir une goutte d'eau en sortant dans la rue. C'est rien, absolument rien. Ça peut être éventuellement un angle d'attaque juridique pour déclencher une procédure, hein, ça vaut le coup de le faire. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau. Alors, quelle est l'inondation ? Il n'y a aucune innovation. Inondation, oui. Vous disiez, c'est comme s'il y avait une inondation et qu'on se plaignait de la goutte d'eau. L'inondation, elle est qu'on vit dans un état de surveillance totale qui récupère tout ce qu'il peut, et ce n'est rien par rapport à ce que font les Américains. On est dans une situation de colonisation numérique de la part des États-Unis qui est à peu près achevée. Hein. On n'est pas dans un début de colonisation, on est dans une fin de colonisation. La France numériquement est une annexe des États-Unis. On a tous dans la main, dans la poche, des outils qui nous surveillent 24 heures sur 24 pour le compte de modèles économiques qui sont basés sur la surveillance de tout un chacun, qui sont totalement poreux avec des modèles politiques de manipulation des opinions publiques. Et encore, je vous renvoie sur Cambridge Analytica et consorts. Oui. Donc, on est en plein, là encore, dans cette société d'ultra-surveillance depuis 15 ans. Et le cœur de mon discours, c'est qu'il est infiniment trop tard. Et c'est très bien de se réveiller, quels que soient les moyens de se réveiller, que ce soit parce que vous êtes terrifié par le vaccin, parce que vous avez peur des technologies, que vous ne supportez pas Macron, quelles que soient les raisons, c'est très bien de se réveiller. Maintenant, une fois qu'on se réveille, il faut regarder les choses en face et essayer de les comprendre. Pas nécessairement de se contenter d'en avoir peur, essayer de les comprendre et se sortir de l'idée des idées complètement folles qu'on va pouvoir revenir en arrière. Ça n'est malheureusement pas possible. Pour ça, il fallait se réveiller à 15 ans. Et croyez-moi, moi, je faisais partie des gens qui s'étaient réveillés à 15 ans, à l'époque de Adopi, des choses comme ça. On était tout seul. On a eu une fenêtre d'ouverture de quelques années durant lesquelles, effectivement, si on avait réussi à lever des gens contre tout ça, il y aurait très certainement eu moyen d'éviter d'en arriver là où on en est aujourd'hui. Mais on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Et la différence entre les gens comme moi et les gens comme vous, c'est que moi, j'ai eu le temps de faire mon deuil de tout ça. Ouais. J'ai largement eu le temps de faire mon deuil de tout ça. Et par ailleurs, que moi, je comprends assez finement toutes ces technologies qui ont radicalement changé les gouvernances, ça me permet d'anticiper l'évolution des gouvernances et ça me permet de comprendre à quel point on fait corps avec ces technologies. On fait totalement corps avec ces technologies. Vous anticipez les gouvernances, et on peut les anticiper, on peut les comprendre, mais on ne peut rien faire. En gros, c'est bien ce que vous dites. Ou malgré tout, est-ce que vous dites qu'en comprenant, on peut aussi se réserver... Alors, en comprenant, on peut s'offrir un espace de liberté, mais la barrière à l'entrée est colossale, absolument colossale. La barrière à l'entrée, c'est des années d'études, pour faire simple, hein, des années d'études en informatique. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites avec l'outil informatique, c'est vous le produit. C'est aussi bête que ça. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un système d'exploitation, qu'un logiciel, qu'un processeur, qu'un réseau, qu'un protocole réseau, si tous ces mots sont des trucs un peu flous, que vous avez l'habitude d'entendre et que vous agencez dans des phrases sans bien comprendre ce à quoi ça correspond, vous n'avez pas de liberté possible. Donc la barrière à l'entrée est vraiment conséquente. Hein. Elle est à la portée de tout le monde parce qu'elle est gratuite, au sens où le savoir est gratuit. Il est disponible sur Internet. N'importe qui peut s'en saisir, l'assimiler et finir par comprendre l'environnement technologique qui nous entoure. Mais ça demande un investissement très, très conséquent. Bon, alors Philippe Prigent, qu'est-ce que vous voyez, je vais faire une différence entre ce qui est consenti et ce qui n'est pas consenti. Je suis tout à fait d'accord, ça c'est entièrement vrai, que de fait, beaucoup de gens,
y compris moi d'ailleurs, vivent dans une forme de société de surveillance où vous utilisez des outils informatiques qui font que vous pouvez être surveillé. Je suis tout à fait d'accord que ça existe, je suis tout à fait d'accord que c'est le cas. La différence avec un mécanisme qui est mis en place par l'État est que, je simplifie, oui, il y a une contrainte économique, oui, il y a un intérêt à utiliser des mails, oui, à partir du moment où on a beaucoup des technologies informatiques qui sont à disposition, on a tendance à les utiliser, y compris pour sa vie privée. C'est vrai, j'envoie des SMS à mes amis, sauf que tout cela est consenti. Ça a l'air de rien, mais je suis d'accord pour faire ça. J'utilise mon téléphone. Là, quand on parle de mise en place de mécanismes de contrôle qui sont mis en place par l'État, on ne me demande pas mon avis. J'ai choisi d'utiliser un téléphone, j'ai choisi d'utiliser des applications sur mon téléphone, j'ai choisi d'utiliser des outils informatiques. Il se trouve que je suis dans la zone d'accès interdite. Le préfet ne m'a pas demandé si j'étais d'accord pour me faire interdire. Oui, je suis d'accord, sauf que l'identité numérique, par exemple, vous n'avez pas choisi d'être en identité numérique et maintenant, vous allez devoir sortir votre téléphone aussi pour cette identité numérique qui va aussi rassembler vos données personnelles sanitaires, etc. Donc c'est là qu'il y a une différence entre ce qui est imposé par l'État et ce qui n'est pas imposé par l'État. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes dans la vie de tous les jours. Je ne dis pas que je vais tout régler avec ce recours pour le cercle droit et liberté. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des activités et des contraintes auxquelles vous consentez ou vous ne consentez pas. Ça, c'est un premier point. Et il y a des activités et des contraintes qui sont imposées par la puissance publique. Et là, ce n'est pas la même chose, parce que la puissance publique ne vous demande pas votre avis, la puissance publique vous donne un ordre. Ça va être comme ça et pas autrement. Moi, par exemple, si je n'ai pas le QR code, on ne va pas m'autoriser à rentrer chez moi. On m'a demandé mon avis à aucun moment. Je veux dire, si je suis dans la zone où je n'ai pas le droit d'aller au bureau. La propriété privée. Exactement. Je veux dire, j'ai pas le droit de rentrer chez moi. Je veux dire, si je n'ai pas le QR code, la police me dira, vous restez, vous dormez dans la rue. Matériellement, je suis désolé, c'est vrai qu'il y a des atteintes aux libertés, qu'on connaît l'identité numérique des gens, qu'on connaît plein de choses sur les gens, que les gens sont surveillés, c'est exact. Mais jusque-là, on ne me forçait pas à dormir dans la rue. Là, si l'État, c'est pas moi qui ai demandé mon avis à n'importe quel moment, c'est l'État qui me dit, soit vous obtenez une autorisation administrative, soit vous dormez dans la rue comme un chien. C'est quand même assez violent. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, qui est de dire que toutes ces technologies de surveillance sont utiles et nécessaires, sinon vous allez vous faire écraser. Non, je suis vraiment désolé, mais l'immense majorité de ces... Je n'ai pas dit qu'elles étaient utiles et nécessaires. J'ai dit qu'elles étaient installées et pérennes. C'est pas pareil. Alors, justement, il y avait si je puis me permettre, il y avait une ambiguïté dans votre propos. En tout cas, moi, c'est la première fois que je l'entends et je suis ravi de faire votre connaissance d'ailleurs au passage, où vous faisiez le parallèle avec un conflit militaire, où il s'agit de faire la guerre et si vous êtes moins équipé que votre adversaire, vous êtes vaincu. C'est exact. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et le parallèle militaire, la règle militaire que vous citez me paraît entièrement exacte. En revanche, l'utilité d'une telle surveillance de masse pour faire vivre ensemble une population au XXIe siècle, je suis désolé, mais ça ne me paraît absolument pas indispensable. Le contrôle social, le contrôle sur soi-même, vraiment l'autocontrôle des gens, est beaucoup plus développé aujourd'hui qu'il l'était il y a 3 siècles. Pour ceux qui ne connaissent pas, je recommande la lecture de Norbert Elias, un très grand sociologue allemand, qui raconte comment les gens, il y a 5 siècles, étaient... On peut les adorer tout, mais étaient des brutes épaisses. Vous revivez à l'époque de la Renaissance, vous avez l'impression que les gens sont des brutes épaisses. Typiquement, vous ne laissez même pas un homme avec une femme seule parce que vous dites qu'il va lui sauter dessus. Changez votre timeline sur 30 ans, vous allez voir que le raisonnement n'est pas la même. Alors, les gens aujourd'hui... Alors, je vais rentrer un peu dans le vif du... Enfin, éventuellement dans les sujets qui fâchent, mais la population d'il y a 30 ans, et la population d'aujourd'hui peuvent vivre ensemble à peu près de la même manière. La seule chose qui a changé, c'est l'immigration de masse au milieu. Ça, je veux bien qu'éventuellement, ça ait pu changer des choses. Mais sinon, c'est à peu près les mêmes gens. Moi, je suis né en 1985. Il y a 30 ans, j'étais là. Enfin, je voyais mes parents qui vivaient il y a 30 ans. J'ai vu la société il y a 30 ans. Les gens peuvent tout à fait vivre ensemble. C'est tout à fait faisable. Le contrôle numérique très poussé en se disant l'État en a absolument besoin pour contrôler sa population. L'État en a pas vraiment besoin pour contrôler la population. Je veux bien que ça puisse permettre de temps en temps de surveiller les dissidents, mais c'est tout. Encore une fois, là, vous revenez sur cette histoire de besoin et de nécessité. Et je ne sais pas ce que disait Fabrice Epelbaum. Il n'a pas parlé de nécessité de l'État d'avoir cet outil. Il a dit qu'une fois qu'on l'avait, de toute façon, on avait changé la donne et que le gouvernement n'allait pas faire marche en arrière. Je vais faire un petit point rapide sur l'histoire des technologies de surveillance. On fait partie des champions. Au même titre qu'on est l'un des plus gros exportateurs d'armes de la planète, on fait partie des champions du monde de ces technologies-là. On exporte énormément, dans les pires régimes politiques qui soient, les plus autoritaires et les plus riches, qui se dotent du nec plus ultra de ces trucs-là.
nécessairement, on va nous-mêmes disposer d'armes terrifiantes. Et nécessairement, on va les installer sur notre propre réseau parce que c'est des décisions qui se prennent par-dessus la justice. Donc, on est équipé. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire, Oui, c'est ça. proportionnel ou quoi que ce soit. C'est l'effet Ça veut qui dire fait. qu'on y est. Mm. On est dans cet univers panoptique et c'est installé. Et c'est vraiment, la nuance est capitale. Ça n'est pas on va rentrer dans la société d'Orwell. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans qu'on est rentré dans la société Orwell et qu'on a claqué la porte derrière nous. Et on n'a pas la clé. Et aucun système de gouvernance ne peut s'en passer aujourd'hui. C'est comme une drogue. Imaginez que Bien nous sûr. ayons des dirigeants qui sont tous cocaïnomanes. Je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de facilité à imaginer ça. Vous n'arrêtez pas la coke du jour au lendemain. Ça n'est pas possible. Oui. Et par ailleurs, le vivre ensemble est une novlangue qui date des années Mitterrand. Il n'y a pas de vivre ensemble, il y a du vivre côte à côte. Si vous avez des problèmes d'accès à votre domicile pendant les Jeux Olympiques, c'est que vous habitez quand même des quartiers assez privilégiés. Et donc, vous n'êtes pas dans le vivre ensemble, pas plus que moi qui habite dans un quartier bobo. Il y a des quartiers extrêmement segmentés d'un point de vue socio-économique. On ne peut pas appeler ça du vivre ensemble. On vit côte à côte avec de plus en plus des frontières. Vous avez certainement remarqué qu'entre le 8e arrondissement et la Seine-Saint-Denis, il y a comme une frontière. Elle est immatérielle, mais malgré tout, elle est là, elle est sociologique, elle est essentiellement financière en fonction des revenus des habitants. Et demain, il faudra ségréguer de plus en plus. Et j'imagine que, je fais une pure hypothèse, mais si vous habitez un luxueux appartement du 8e arrondissement, vous serez ravis qu'on ait un peu de contrôle d'accès pour éviter les homejacking. Tout ça, de toute façon, est en place. Oui. Ces frontières existent déjà, elles n'ont juste pas été matérialisées et surtout, elles ne sont pas, comme les autres frontières, vous allez me dire, mais elles ne sont pas renforcées. Oui. Ces technologies-là qu'on voit émerger de façon très primitive et très intrusive, en tout cas très visible, comme le QR code, sont là pour mettre en place des frontières qui, demain, seront essentielles au maintien d'un semblant de stabilité sociale à travers des frontières qui seront effectives. Et on arrive justement à ce paradoxe où on n'a plus de frontières nationales, on n'a plus de murs autour de notre pays. En revanche, on a bien des frontières. Attendez, Ouais. on est sur des technologies qui permettent de mettre en place des frontières. Vous imaginez pas un instant qu'à un Invisibles. moment ou à un autre, il n'y a pas un politique qui va arriver en disant tiens, on a des frontières nationales, on pourrait utiliser ces technologies-là aussi. Parce que ça, pareil, on le vend à l'étranger. Il y a Oui. des frontières qui sont parfaitement respectées. Aujourd'hui, si je prends vraiment le net plus ultra de l'horreur, vous pouvez parfaitement envisager de mettre en place des drones autonomes qui tirent sur la première personne qui traverse une frontière et qui n'est pas reconnue par une technologie. Ça ne pose pas de problème particulier. Évidemment, on n'en est pas là. Mais ces technologies qu'on commence à percevoir avec le QR code, et j'insiste, demain le QR code sera remplacé par des choses qui seront parfaitement indolores, que personne ne verra. Ces technologies-là servent à établir des frontières, à les individualiser en fonction de chacun d'entre nous et à les temporaliser pour en faire des frontières temporaires. Et donc très concrètement, on peut imaginer dans une évolution de cette technologie-là demain, mettre en place des frontières autour d'un département, d'une région ou du pays et les appliquer de façon parfaitement transparente pour vous et moi qui sommes citoyens français, mais arrêter à la frontière quelqu'un qui n'a pas payé ses impôts, qui n'a pas le visa. Et l'arrêter de façon extrêmement efficace et extrêmement économique. Parce que le problème du QR code, c'est que ça nécessite des centaines de gugus pour aller scanner le QR code, vérifier vos papiers d'identité, faire le tri. Ça coûte une fortune. Alors que le jour où les caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale seront au point, comme elles le sont en Chine, là encore, on y est, c'est juste une question d'implantation, on n'aura pas besoin de toutes ces forces de police pour installer des frontières. Et on pourra décréter ad vitam, par exemple, que le 7e et le 6e arrondissement, étant donné la haute fréquentation politique de ces arrondissements, est interdit au fichier S. Ce sera juste une Sachant ligne que de les commande. fichiers S sont également des fichiers politiques, à rappeler également. Allez, le mot de la fin pour Philippe Prigent, parce qu'on a déjà bien dépassé notre temps de corps à corps. Alors, ce qui est dit sur l'évolution et sur la reconnaissance faciale est tout à fait vrai. Je ne serais même pas étonné qu'il est probablement pire et encore plus efficace. Mais c'est l'illustration parfaite que l'État contrôle ce qu'il a envie de contrôler.
les frontières françaises nationales sont des passoires, alors qu'il est tout à fait possible qu'elles ne soient pas des passoires. Je vais donner un exemple caricatural qui m'est venu en réfléchissant à propos du QR code pour le pass vaccinal, qui est on pourrait avoir un QR code pour droit de séjour, et dire les gens qui n'ont pas droit qui n'ont pas un titre de séjour en France ou qui n'ont pas la nationalité française peuvent être absolument exclus de tout. Visiblement, on pourrait le faire. C'est parfaitement faisable de le faire pour les non-vaccinés, donc c'est faisable de le faire pour les étrangers. Ce serait encore plus justifié, sauf que l'État ne contrôle pas ça. Ce qui veut dire que les outils existent, je suis entièrement d'accord, qui sont potentiellement très, très efficaces, peuvent être liberticides ou très efficaces, mais l'État, selon les bons hommes qu'on met au pouvoir, décide de les utiliser ou de ne pas les utiliser, et il est très révélateur de voir ce qu'il décide de ne pas contrôler à ce qu'il pourrait contrôler et ce qu'il décide de contrôler alors qu'il n'y a pas véritablement de raison de le faire. Merci beaucoup à tous les deux.